Hélène, je te propose qu'on démarre. Ça marche. Vas-y. D'abord, Hélène, merci d'être venue à notre Rotilletta. On va te laisser te présenter d'abord. Et puis voilà, donc pour les personnes qui se sont connectées, n'hésitez pas à participer, à poser des questions dans la section questions ou à interagir avec nous dans la partie chat. Voilà, donc le sujet du jour, c'est comment mettre ou remettre l'impact à sa place et pourquoi l'impact business ne peut plus être notre seul objectif. Donc, super sujet qui nous touche particulièrement chez Yeta. Et puis moi, c'est un sujet qui me parle énormément. Donc, je suis ravi de t'avoir, Hélène, aujourd'hui sur ce webinaire. Je te laisse te présenter. Ouais. Merci Raph pour l'invitation. Hyper contente de faire un rôti de Yeta. Alors, je ne sais pas si tout le monde a la ref de Yeta, mais moi, je l'ai très bien. Et du coup, je trouve ça encore plus drôle de participer. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter un petit peu plus après, mais je me présente comme une product manager tendance poil à gratter. Parce que j'aime bien aller chatouiller là où ça dérange, et en particulier sur le sujet de l'impact sociétal. Ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je fais du produit. Ça me rajeunit pas, clairement. Mais du coup, je trouve qu'il y a deux, trois sujets importants, dont celui de l'impact dont on va parler aujourd'hui. Euh, je vais démarrer du coup. N'hésitez vraiment pas à poser des questions. Le but, c'est que ce soit interactif. En plus, on est en petit comité. Moi, je trouve ça encore plus chouette à la limite. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je vais commencer par un disclaimer. Je suis pas là pour vous donner des leçons, ni sur le produit, ni sur la vie, ni quoi que ce soit. Je suis comme tout le monde, je suis très imparfaite. Et même si je parle beaucoup d'impact sociétal, je trouve qu'il y a plein de choses à faire, mais faut surtout pas donner des leçons. Je dis que je suis pas parfaite, et du coup, c'est pour ça que je trouve important de toujours démarrer mes interventions par mon parcours, histoire de euh, remettre tout le monde en confiance. Ça, c'est moi en 2009. En 2009, j'étais étudiante en école de commerce et j'avais une ambition, c'était de faire du marketing chez Coca-Cola ou L'Oréal. J'ai même eu à un moment donné pour ambition d'aller travailler dans l'automobile. Alors, pour la petite histoire, c'est très drôle puisque ça fait bientôt 15 ans que j'ai plus de voiture. Donc heureusement que je suis pas partie là-dedans. Mais c'était ce que je pensais être une bonne carrière et des métiers passionnants et importants. Heureusement pour moi, la personne que vous avez en face de vous, c'est plutôt celle-là. Comme je vous le dis, product manager tendance poil à gratter. Entre les deux, il y a eu 12 années dans le produit. J'ai commencé dans une toute petite agence de développement où on était deux. Donc j'étais la première personne à avoir la casquette produit. J'ai accompagné beaucoup de porteurs de projets, des entrepreneurs et des intrapreneurs, des petits et des grands groupes. Clairement, les deuxièmes servaient à remplir les caisses. Après ça, je suis passée côté startup. J'ai été première product manager dans deux boîtes, une à Lille et une à Paris, que j'ai quittées l'une comme l'autre parce que j'étais plus du tout alignée avec leurs valeurs. Et puis, ce qui m'a sauvée, c'est qu'il y a 4 ans, j'ai croisé le chemin d'une boîte à impact, une vraie. J'ai rejoint Brigade, qui est une entreprise qui s'est donnée pour mission de revaloriser le travail et de le rendre accessible à tous, en particulier dans les métiers en tension dont on parle autant en ce moment. Ça a été un sauvetage pour moi parce que déjà, ça m'a permis de retrouver le goût pour mon métier et ça m'a aussi permis de me rendre compte des responsabilités qu'on a quand on fait du produit, quand on fait de la tech et de manière générale en tant que personne. Euh, donc c'est important pour moi de vous donner tout ça parce que, comme vous le pouvez le voir, j'ai pas un parcours 100% impact. Je ne suis pas la reine de la RSE. Je suis très loin d'être parfaite, mais ça m'empêche pas d'essayer d'avoir un impact. Euh, Si je passe à la suite, si on regarde les choses en face, on est quand même globalement, en tant que personne, société, un peu dans la merde. Tu m'excuseras, Raph, pour le mot. Si tu veux mettre un bip derrière à l'enregistrement, je t'en voudrais pas. On est dans la merde parce que il suffit de regarder les news, même de regarder autour de nous, il y a quelques trucs qui vont pas. Et ce que j'aime bien prendre comme explication de tout ça, c'est que les Nations Unies, il y a quelque temps, ont défini des objectifs de développement durable qui touchent à peu près toutes les sphères de notre société.
avec une super deadline à 2030. Tic-tac, il nous reste 6 ans. Et ça va pas vous surprendre, mais c'est comme pour l'accord de Paris, on n'atteindra pas ces objectifs. Alors plutôt que d'être hyper pessimiste et de me dire on est foutu, on fera rien, moi je trouve qu'on a collectivement un rôle à jouer et à commencer du coup, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, par mettre nos compétences produits au service de vraies causes, plutôt que d'aller développer le millième CRM super révolutionnaire qui va changer le monde. Pourquoi je trouve que c'est important et pourquoi je pense qu'on a des choses à faire là-dessus, ça, c'est les 17 thématiques qui ont été définies par les Nations Unies. Si vous les regardez rapidement, il y a vraiment de tout. Et je suis assez convaincue qu'en mettant notre énergie sur ces sujets-là, on pourrait trouver des solutions qui sont à la fois durables et financièrement équilibrées. Parce que c'est là tout l'enjeu, et c'est aussi pour ça que je vous en parle aujourd'hui. En fait, on ne peut pas se dire qu'on va avoir de l'impact avec nos produits uniquement d'un point de vue business. On a des responsabilités au-delà de ça. Mais c'est possible de faire les deux, et je vais vous prendre deux exemples un peu au hasard. Le premier, c'est si je prends la réduction des inégalités. Brigade, l'entreprise dans laquelle je bosse, elle travaille activement sur ce sujet et elle gagne de l'argent. Si je prends un autre exemple, l'accès à une éducation de qualité, vous connaissez tous Open Classroom, c'est sa mission. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'Open Classroom n'a pas trouvé un modèle qui soit financièrement viable. Donc on a des choses à faire, tout est possible, mais pour ça, il faut simplement remettre l'impact à sa place et ne plus considérer uniquement les enjeux business. Parler d'impact, je pense que vous le voyez tous les jours si vous ouvrez LinkedIn, si vous ouvrez des newsletters sur nos produits, etc. On sait qu'il faut mesurer notre impact. Heureusement, on le fait. Mais combien d'entre vous mesurent l'impact sur la société ou même de manière plus individuelle, l'impact sur chacun des individus qui utilisent votre produit? Je pense qu'on est assez peu à le faire finalement, et c'est pas forcément de notre faute, mais c'est aussi parce que quand on parle d'impact, même quand on prend RICE, donc RICE pour Reach, Impact, Confidence et Effort, le mot impact, il est très très lié au business, il est éventuellement lié à l'expérience utilisateur, mais il n'a pas grand-chose à voir avec l'impact sociétal. Et je trouve que c'est vraiment un problème aujourd'hui. C'est pour ça que je prends beaucoup la parole, et c'est pour ça que quand Raph, tu m'as proposé de venir en parler sur un rôti, j'étais super contente. Alors ça tombe bien, on parle de rôti. Je vais vous partager ma secret sauce aujourd'hui, et j'ai beau avoir de temps en temps envie d'un gros McDo, je trouve que celle-là, elle est meilleure que la Big Mac. On va parler d'impact sociétal au travers de 5 points. Comment est-ce qu'on identifie l'impact qu'on a, comment on définit l'impact qu'on veut avoir, comment on détermine les objectifs, comment on construit vraiment avec les utilisateurs, et surtout comment on mesure les effets. Du coup, ce webinaire va se dérouler en 5 temps. Ce que je vous propose, c'est qu'après chaque partie, on prenne quelques questions si vous en avez, plutôt que de faire un gros rush de questions à la fin. Je trouve ça plus sympa, et comme on est vraiment en petit comité, profitez-en à fond. Je démarre du coup avec le premier point. Comment est-ce qu'on identifie l'impact qu'on a déjà? La réalité, c'est que même si vous ne mettez pas l'impact sociétal au cœur de votre produit et au cœur de votre démarche, un impact, vous en avez un. Pour l'identifier, j'ai créé un petit outil, un Canva, qui permet de cartographier une entreprise sous le prisme de son impact, qu'il soit positif ou négatif, et comme vous pouvez le voir, qu'il soit voulu ou subi. En fait, si on creuse un petit peu, n'importe quelle boîte a un impact négatif à une échelle plus ou moins élevée, mais aussi un impact positif sur la société. Ce Canva, il est cool, mais si je vous montre pas comment on peut l'utiliser, vous saurez pas demain le répliquer chez vous. Je vous propose de prendre l'exemple de Getaround, qui est une société de location de voitures. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, je suis utilisatrice depuis très longtemps, quand c'était encore Drivey en France. Getaround s'est donné une mission, c'est d'aider les consommateurs à abandonner la possession d'une voiture en leur donnant un accès instantané et pratique aux véhicules lorsqu'ils en ont besoin. La mission, elle est remplie, hein. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur vous-même, mais moi, quand j'ai besoin d'une voiture, je vais sur Getaround, et dans 10 minutes, j'en ai une pas très loin de chez moi. J'ai la chance d'habiter dans une grande ville, ça aide aussi. Mais concrètement, en faisant ça, Getaround, ils ont un impact sur plein de choses. On va pas les passer les uns après les autres, sinon ça va prendre 3 heures, mais il y a un certain nombre d'impacts qu'ils souhaitent avoir, par exemple réduire les gaz à effet de serre,
ou encore absorber les dépenses des propriétaires sur le coût d'une voiture. Ça, c'est un impact qu'ils souhaitent avoir volontairement de par leur marché. Mais ils ont aussi forcément tout un tas de sujets sur lesquels ils ont un impact, que ce soit conscient ou pas. Le plus évident, c'est toutes les émissions de CO2 liées à la fois à la conduite, parce que même s'ils réduisent le nombre de voitures sur le marché, il y a quand même un impact là-dessus. Ça peut être les émissions aussi liées à l'usage de l'application, mais des choses auxquelles on ne pense pas forcément, c'est notamment l'impact sur l'urbanisme. Si on modifie au travers d'outils comme Getaround l'utilisation des voitures, bah forcément nos villes, elles vont changer. Donc ça, c'est le premier point. Vous pouvez faire l'exercice sur n'importe laquelle de vos entreprises et vous identifierez quels sont les impacts que vous cherchez à avoir, positifs ou négatifs, mais si vous cherchez à avoir un impact négatif, je vous en veux un petit peu. Et puis, quels sont tous les impacts qui sont induits par l'activité de votre entreprise. Et ça marche que vous soyez une entreprise à mission ou que vous soyez une entreprise complètement normale, complètement classique. Donc ça, c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire. On rentre pas directement dans le produit avec ça, parce que c'est des sujets plutôt strat, voire même politiques dans certains cas. Mais c'est un premier pas à faire, et je trouve que de l'amener par le produit, c'est un bon premier exercice. Ça, c'est le premier outil du coup que je voulais vous proposer. Je crois qu'on n'a pas encore de questions, mais si vous en avez là-dessus, notamment sur la manière de le remplir, n'hésitez pas. Et pendant que vous posez, ouais, vas-y. Ouais, Hélène, ça peut être intéressant, effectivement, peut-être de très rapidement expliquer comment c'est toi c'est toi qui l'as rempli ou le Ouais. Canva? Justement, comment tu t'y es pris, peut-être sur un exemple, hein, sur la partie, par exemple, environnement. Ouais. Quelles questions? Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses à chaque fois, qui sont simples et qui te permettent justement de remplir ce Canva? Alors la première source que j'ai utilisée pour le remplir, c'est d'aller voir tout simplement le site de Getaround. Alors, coup de bol, ils ont une palanquée de contenu sur leur mission, donc il y a un certain nombre de choses qui sont dites dedans. Ensuite, pour tout ce qui est de l'impact subi, j'ai aussi demandé de l'aide à ChatGPT. Franchement, je vous le cache pas. C'est assez pratique pour ça, parce que du coup, en lui expliquant ce que fait l'entreprise, il est capable d'aller creuser un petit peu plus loin et d'aller beaucoup plus vite que si c'était juste moi qui avais été dans mon coin. Ce qui est important de se dire, et je vous montrerai un deuxième outil tout à l'heure sur la roue des possibles. L'action qu'on mène avec un produit, donc typiquement là, mettre en relation des propriétaires de voitures et des gens, ça a évidemment des premières conséquences très directes. Ça va permettre aux gens de louer une voiture quand ils en ont besoin, et puis aux propriétaires de réduire les coûts liés à leurs produits. Mais quand on va un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire avoir du coup possiblement moins de voitures en circulation? Ça veut dire que potentiellement on va avoir besoin de parkings où les voitures sont disponibles facilement d'accès. Donc ça veut dire que dans nos villes, ça change un peu la donne. Ça veut aussi dire qu'on va avoir une utilisation plus régulière dans le temps des voitures, parce que quand le propriétaire ne s'en sert pas, ça va être une tierce personne qui va le prendre. Et puis ça veut aussi dire, typiquement sur l'économie, les acteurs historiques de la location de voitures, il en devient quoi? Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, quand vous louez une voiture sur Getaround, vous n'avez plus uniquement des propriétaires particuliers comme c'était le cas au départ, mais les acteurs historiques se sont appropriés la solution et ont dû se réinventer là-dessus. J'imagine qu'il y en a 2-3 qui ont dû un peu se casser les dents. Donc ils ont dû s'approprier les choses. Si on prend l'exemple d'Uber, même s'il y a tout un tas de choses pas très cool à dire sur Uber, le fait qu'ils arrivent sur des marchés historiques où il n'y avait pas eu de changement depuis des années, ça a aussi secoué les acteurs historiques et fait bouger tout un tas de choses. Donc il y a vraiment, et c'était pas forcément quelque chose de conscient au départ de la part de ces boîtes, mais il y a un impact au-delà. Donc la manière, c'est vraiment déjà aller chercher dans votre boîte qu'est-ce que vous cherchez proactivement à avoir comme impact avec votre produit et plus largement avec le service que vous proposez. Et puis creuser en allant un petit peu plus loin, en faisant le chemin jusqu'à la step d'après pour voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre impact qui ne sont pas nécessairement conscients, mais qui vont être amenés par le produit. Si on fait l'exercice avec un retailer, par exemple, le fait de passer, allez, on va reprendre la campagne de l'ADEME sur le fameux des vendeurs, le fait de chercher à moins vendre et plutôt à louer, etc., ça va avoir des incidences sur tout un tas de sujets, et c'est important d'en avoir conscience dès le départ.
sais pas si Ok, tu super connais clair, ça. ouais. Super clair, Hélène, merci. Je vous propose de passer du coup à l'étape d'après, sauf s'il y a une question. Je vois Cécilia en train de taper. Dans 2 petites secondes. Effectivement, ouais, ça peut être un lien avec la matrice des externalités. Il y a pas mal de choses, qui sont liées. Finalement, l'impact subi, c'est les externalités, alors positives ou négatives, mais effectivement, il y a un lien avec ça. Hop, si on poursuit, donc 2e étape, là, vous avez identifié, l'impact que vous avez déjà, consciemment ou inconsciemment. Comment est-ce qu'on va venir définir l'impact qu'on veut ou qu'on peut avoir? C'est important, plus que jamais quand on parle d'impact sociétal, même si j'enfonce des portes ouvertes, de savoir à quel problème on répond et de s'assurer qu'on répond à un vrai problème. Pour ceux qui font du produit dans la salle, c'est à peu près le truc qu'on nous rabâche 40 fois par jour et heureusement, mais j'aime bien prendre cette citation de Kyle Grant. Alors s'il y en a qui m'ont déjà entendu parler, je la reprends à chaque fois, donc vous allez la connaître par cœur. Mais Kyle Grant, il illustre très bien le fait qu'il faut bien choisir ses combats, dans ces cas-là. Parce que, s'assurer qu'on travaille sur les problèmes les plus importants tout le temps, ça signifie qu'on dit aussi non à d'autres problèmes qui sont pas pour autant anodins. Hem, Quand on focalise sur un sujet, il y en a tout un tas d'autres qu'on ne traite pas et ça peut être hyper difficile du coup de faire la balance. Mais on peut pas résoudre tous les problèmes à la fois, ça c'est une évidence. On doit être focus et en plus, quand on travaille dans une entreprise, on a 2 enjeux. Enfin, on a un premier enjeu qui est l'impact business. L'entreprise, elle doit gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, sinon elle ne survit pas. Et en plus, on essaie de faire des choses bien pour nos utilisateurs et pour la société. Donc, il faut vraiment réussir à se concentrer et à prioriser sur ces 2 sujets-là. Je fais pas très original pour voir comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact. Je m'inspire de quelqu'un qu'on connaît très bien dans le milieu du produit, c'est Teresa Torres. Teresa Torres qui est notamment, qui parle beaucoup de la discovery continue. Son Opportunity Map, qui est un outil, qui est pas mal utilisé dans le produit, il peut être aussi utilisé pour l'impact. Je vais vous montrer après un exemple de comment on peut le faire, mais si vous décidez que vous voulez avoir un impact sur une problématique en particulier, vous pouvez dresser un arbre d'opportunités, à ce niveau-là, puis ensuite isoler les opportunités sur lesquelles votre produit peut vraiment agir. D'une part parce que vous avez, la conviction que la technologie peut apporter un vrai plus à ce niveau et puis parce que vous avez potentiellement une expertise métier et technique là-dessus. Quantifier l'impact sur le problème au global et puis du coup, finalement mettre le focus là où il y a le plus de valeur. Si on refait un petit exemple comme tout à l'heure, je vous propose d'imaginer que vous travaillez pour une mutuelle, sans en citer aucune, et que vous souhaitez du coup accentuer, son application dans les enjeux, majeurs du secteur de la santé, à savoir l'accès aux soins. Tout à l'heure, je vous ai montré les objectifs de développement durable et dans ceux-là, il y en a un qui est très important, c'est de viser à réduire d'un tiers d'ici 2030 le taux de mortalité sur des maladies non transmissibles, pardon, et qui est en lien avec la santé mentale et le bien-être. Si on prend ce sujet-là, il y a du coup 2 axes majeurs. On a un objectif qui est hyper quantifiable, hein, réduire d'un tiers la mortalité. Et ensuite, on va avoir du coup 2 axes, améliorer la prévention et le traitement des maladies non transmissibles et améliorer la promotion de la santé mentale. Derrière ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Sans se focaliser uniquement sur ce qu'on peut faire avec la technologie, quels sont tous les sujets qu'on peut adresser? Je vous en ai mis plein. On a des choses aussi diverses que déstigmatiser le sujet de la santé mentale, suivre des traitements personnalisés, faire des campagnes de prévention des facteurs et des risques, etc. Là-dessus, quelles sont les opportunités qu'une mutuelle, qui aurait une application, par exemple, pour ses usagers, peut traiter? Sur lesquelles elle peut avoir un vrai rôle à jouer et sur lesquelles elle va vouloir mettre, le focus. Typiquement, si on parle de campagne de prévention des facteurs de risque, c'est quelque chose sur lequel la technologie peut aider, notamment parce qu'on peut communiquer des contenus et cetera. Mais on peut aussi aider sur le suivi de traitements personnalisés ou ce genre de choses. A priori, c'est pas des sujets qui sont directement liés avec le business d'une mutuelle. Une mutuelle, elle est là pour prendre des cotisations et rembourser des soins en espérant qu'entre les 2, elle gagne de l'argent. Mais elle a un rôle à jouer là-dedans parce que son secteur, est dépendant de tout ça et en plus, ça peut derrière déclencher d'autres opportunités business.
Donc cet exercice-là de l'Opportunity Tree Map version impact, et sur lequel derrière vous pouvez encore faire découler des solutions, etc. Je trouve que c'est le bon pas après le canevas sur l'impact. Est-ce qu'il y a des petites questions qui se baladent? Il y a Marie qui voulait savoir si c'était ce que tu présentais, l'Opportunity Tree Map. Oui, alors là, c'est pas l'Opportunity Tree Map au sens Teresa Torres du terme, donc très focus produit. Mais effectivement, c'est le format, en fait, ça reste un mind map assez classiquement, qui part du coup de l'objectif quantifiable qu'on veut atteindre avec toutes les solutions possibles. Et derrière, l'étape d'après, c'est d'aller quantifier comment est-ce qu'on peut mesurer qu'on atteint cet objectif ou pas et que ça a un intérêt. Mais du coup, j'ai vu, Raph, que tu as rebondi avec un rôti que vous aviez sur le sujet. Donc ça, c'est le deuxième outil. Et à ce niveau-là, on n'en est encore qu'à se poser la question de ce sur quoi on peut agir et sur quoi on a envie de mettre le focus. Après, Yes. la troisième étape, du coup, c'est de déterminer des objectifs d'impact. Une fois qu'on a mis le focus sur les problèmes qu'on va vouloir adresser et comment on va vouloir avoir un impact là-dessus, il faut se fixer des objectifs d'impact, pas uniquement business. Comme dans toutes les confs sur le produit, voilà la petite matrice à double entrée. Vos objectifs, ils peuvent être à court terme, avec un impact qui est relativement petit, mais quasiment immédiat, ou à plus long terme sur des sujets où vous voulez vraiment faire bouger les lignes. Plus vous êtes avancé dans votre démarche d'impact sociétal dans votre produit, plus vous allez aller chercher le cadran en haut à droite. Mais chacun de ces cadrans est extrêmement important. Si on prend les objectifs à court terme et à l'échelle individuelle, c'est quasiment des quick wins qui vont vous permettre très vite de faire un premier pas dans la bonne direction et de voir un impact sur vos utilisateurs ou éventuellement sur des personnes qui sont autour de vos utilisateurs. Le cadran à gauche, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit et à la vitesse à laquelle on fait évoluer la société, il y a peu de chances que vous réussissiez à avoir un impact à court terme sur la société. Vous pouvez y arriver éventuellement si vous avez un lobbying super important adossé à votre produit, mais il y a peu de chances. Donc, on va essayer du coup d'avoir un impact sur la société en passant par la droite. Si vous visez à plus long terme, vous pouvez vous assurer que l'impact individuel, il va être concret et durable. Il va s'inscrire dans le temps. Et c'est généralement là que du coup, on va aller chercher de la croissance et que les objectifs business vont être hyper importants en complément. Parce qu'il faut qu'on s'assure que ce qu'on a mis en place à l'échelle individuelle et à court terme, elle peut perdurer dans le temps. Et finalement, c'est la somme de tous ces impacts individuels sur du long terme qui vont faire qu'on fait bouger la société et qui aura un impact à long terme. Mais pour autant, c'est impossible de réussir à faire ça uniquement avec un produit. Je me tue à le répéter, mais il faut bien plus qu'un excellent produit pour changer le monde et pour faire bouger les lignes. Donc c'est extrêmement important, et ça va être l'étape d'après, de venir co-construire vos solutions et de venir vous appuyer sur l'écosystème autour de votre produit pour vraiment faire bouger les lignes et avoir un impact sur la durée. Hop, je vérifie qu'il n'y a pas de petites questions avant de repartir sur la quatrième étape. Moi, j'ai une petite question, Hélène, du coup. Tout à l'heure, en plus, tu parlais du RICE. Là, tu parles un peu de priorisation. Du coup, est-ce que toi, tu rajoutes un I à ton RICE quand tu priorises et tu mets l'impact business d'un côté, l'impact sociétal de l'autre et tu rajoutes finalement une pondération à cet outil ou pas? Alors, effectivement, moi, j'ai tendance à rajouter un I. D'ailleurs, j'avais trouvé, c'est chez Carbo, qui développe une solution de décarbonation des entreprises. Eux, ils ont rajouté un M pour tout ce qui est lié à leur mission. Et du coup, ça fait un super joli acronyme parce que ça fait merci. Je trouve ça chouette. Mais sinon, ouais, on peut rajouter un I. Enfin, dans tous les cas, ce qui est important, en fait, quel que soit le framework de priorisation que vous utilisez, il faut que vous arriviez à mettre, d'une manière ou d'une autre, l'impact sociétal dans la balance. On peut pas, ce serait illusoire de se dire on remplace le I de impact business utilisateur par le I d'impact sociétal parce que, encore une fois, on reste des entreprises. Mais pour vous donner un exemple, chez Brigade,
la matrice de priorisation, elle est faite avec différents outils. Dedans, on a nos OKR, Objective Key Results, qui sont à l'échelle de la boîte. On a ce qu'on appelle chez nous la North Star Experience, qui est l'expérience qu'on vise à 18-24 mois pour nos utilisateurs. Et on a la mission. Donc, on a 6 engagements dans nos statuts qu'on vient en fait mettre dans les objectifs. Chaque initiative qu'on va avoir, chaque fonctionnalité qu'on va envisager, elle est rattachée à un ou plusieurs de ces objectifs. Donc OKR, NSE ou engagement pour la mission, et on va venir du coup pondérer ces choses-là. Ce qui fait que du coup, quand on fait fait pas un vrai RICE chez Brigade, mais en tout cas quand on vient prioriser les sujets, des sujets qui ont un impact léger sur le chiffre d'affaires, parce que c'est quand même de ça qu'on parle, mais qui sont dans la bonne direction pour la mission, vont être potentiellement plus hauts que d'autres. Donc je trouve que c'est une bonne démarche de se dire, on les met pas au-dessus, on met pas l'impact sociétal au-dessus du reste, on le met à côté et on le prend en compte au quotidien dans ce qu'on priorise. Mais ça veut aussi dire avoir derrière des indicateurs qui viennent vérifier qu'on a vraiment eu un impact. Ouais. Ok, ça marche, merci. Je t'en prie. Donc je vous disais, pour avoir un impact sur le long terme, il faut vraiment concevoir avec nos utilisateurs. Alors, fort heureusement, on a déjà l'habitude de travailler avec nos utilisateurs dans le produit, on fait beaucoup de recherche utilisateur, etc. Mais il y a une vraie différence entre concevoir pour les utilisateurs en s'assurant qu'on va dans la bonne direction et concevoir avec eux. Spontanément, si vous reprenez les objectifs de développement durable que je vous ai montrés tout à l'heure, je suis sûre que vous avez plein d'idées sur comment est-ce qu'on pourrait résoudre ces problèmes. C'est normal, mais pour autant, il y a 90% de ça qui serait à mettre à la poubelle. La raison, c'est qu'on a plein de biais quand on cherche à identifier la cause d'un problème, et c'est encore plus vrai quand on touche à des problèmes de société, parce qu'on est tous citoyens, et qu'on est tous directement ou indirectement concernés par ces problèmes. Il y a un exemple que j'aime bien donner, très personnel, pour illustrer ça. J'ai pas d'enfant, j'en veux pas, mais pour autant, j'ai mon avis, parfois très tranché, sur la manière dont on devrait améliorer l'éducation nationale. C'est normal que j'ai un avis là-dessus parce que je suis citoyenne et la manière dont on éduque les enfants, ça va faire la manière dont seront éduqués les gens qui m'entoureront demain. Mais pour autant, je manque cruellement de recul sur la situation. J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on éduque bien un enfant. J'ai ma petite expérience de moi qui a été éduquée, mais point barre. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des idées pour améliorer le problème, mais en tout cas, je ne peux pas seule, avec mes biais, sans m'entourer de personnes pertinentes, trouver la bonne solution. Donc, prendre en compte nos biais naturels, c'est d'autant plus important quand on traite de ces sujets de qualité de vie, d'égalité, etc. Du coup, moi, ce que je propose à ce niveau-là, c'est de faire de l'utilisateur potentiel un vrai acteur de la solution. On a tendance à, comme je vous le disais tout à l'heure, à concevoir une solution pour l'utilisateur et à valider avec l'utilisateur que c'est la bonne. Mais on devrait le faire plutôt avec lui. Si on est honnête, combien de temps est-ce que vous passez réellement à parler à vos utilisateurs et plus encore à ceux qui n'utilisent pas votre produit ou qui ont arrêté de l'utiliser? Si vous y passez quelques heures par semaine, vous êtes déjà un champion. Combien de fois vous avez été victime du biais de confirmation et vous avez orienté, même inconsciemment, les interviews d'un utilisateur pour que ces réponses correspondent à ce que vous aviez en tête? Ou encore, et cette question-là, je la trouve encore plus intéressante, combien de fois vous avez donné à vos utilisateurs le pouvoir d'arrêter une fonctionnalité dans laquelle ils ne voyaient pas d'intérêt, ou voire pire, qu'il y avait un risque pour eux? Ce dernier point, je trouve que la meilleure histoire là-dessus, c'est l'exemple d'Entourage, qui est une association qui lutte contre l'isolement des personnes en situation de précarité, qui à un moment donné avait en tête de développer une solution pour faire du don financier par le biais de leur application, où leurs utilisateurs, parce qu'ils ont un comité de la rue qui est constitué de gens qui ont vraiment vécu ces situations, leur a dit on arrête tout, on va pas là-dessus, c'est pas ce pourquoi on vient nous chercher, et ça peut même recréer un isolement de le faire. Faire ça, dire stop à une fonctionnalité alors qu'on était convaincu que c'est une bonne idée, je pense qu'on le fait très rarement parce que on a tous ces biais naturels qui viennent en ligne de compte. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'aller comprendre qui sont vos utilisateurs potentiels, mais surtout d'aller les comprendre avec leurs propres termes, en leur parlant à eux et en les questionnant, mais aussi
en allant voir ce que dit leur entourage. Et du coup, il faut aller chercher des insights au-delà des utilisateurs eux-mêmes. Vous pouvez commencer par les non-utilisateurs. Tous ceux qui rencontrent le même problème et qui ont choisi de ne pas utiliser votre produit pour autant. On en revient finalement aux bases du job to be done et aux solutions de contournement dont on parle souvent. Si vous avez des utilisateurs qui rencontrent ce problème-là, mais qui continuent à faire autrement, c'est probablement que votre produit ne répond pas vraiment à leurs problématiques. Donc, aller parler à ces personnes-là, c'est un premier pas. Et puis, je trouve qu'il y a aussi tout un tas d'autres acteurs qui se situent en amont ou en aval de votre solution qu'il faut qu'on prenne en ligne de compte. Si on reprend le sujet de l'éducation des enfants, et admettons que vous travaillez sur une solution d'aide aux devoirs pour les enfants en décrochage scolaire, ça peut être une bonne idée, au-delà d'aller parler à ces personnes-là, d'aller parler aux profs, d'aller parler aux animateurs des maisons de jeunes qui les côtoient tous les jours, d'aller comprendre en fait ce qui entoure ces jeunes et ce dont ils vous parleront pas spontanément. Vos utilisateurs ont eux-mêmes des biais, donc il faut vraiment essayer d'avoir une vision 360 de la problématique quand on s'adresse à des sujets comme ça. Donc finalement, tu élargis un peu, excuse-moi Hélène, je te coupe du coup, mais je rebondis dessus. Du coup, tu élargis un peu ta cible dans ta phase exploratoire, dans ta phase de discovery continue, etc. Ouais. À plus loin que le persona finalement que tu as ciblé, mais finalement l'entourage du persona que tu as défini en fait dans ta recherche. C'est ça. L'idée, c'est d'aller voir au-delà de la personne à qui on cherche vraiment à apporter la solution à l'instant T, de vraiment bien l'intégrer dans l'écosystème dans lequel elle est déjà. Si on reprend, et c'est le point le plus facile, je dirais, si on reprend des personnes qui sont en situation de précarité, il y a tout un tas d'associations, tout un tas d'autres outils qui sont déjà existants. Et l'idée, c'est de venir vraiment s'intégrer avec pour venir vraiment combler un problème. Et si on ne parle qu'aux utilisateurs potentiels, on va probablement manquer de toute une partie de la vision autour. Et en plus, quand on parle de ces problèmes-là, on a souvent la chance, en tout cas en France, d'avoir beaucoup d'associations qui ont déjà fait un travail de recherche énorme et qui peuvent vous faire gagner un temps dingue là-dessus. Ok, c'est intéressant. Merci. De rien. Il y a une question de Marie très intéressante d'élargir le point de vue. Des astuces pour convaincre. Alors moi, j'ai essentiellement travaillé en direct en interne, donc c'est déjà un petit peu moins difficile de convaincre que des clients. Je pense qu'il y a un premier pas qui peut être fait sans y investir énormément de temps, ne serait-ce qu'en allant regarder tout ce qui existe déjà sur le sujet. Et du coup, le plus utile, c'est peut-être déjà de faire une micro-phase de recherche, très peu coûteuse, mais qui va déjà donner quelques insights et qui peut, en ciblant potentiellement sur justement ces préconceptions qu'ont les clients, en disant, bah regarde, tu pensais ça, j'ai passé 3 heures avec des utilisateurs et en fait déjà, c'est déjà dézingué tes idées de base. Donc aller très vite montrer l'intérêt de cette phase de recherche et après vraiment associer ça à l'impact business potentiel. Souvent, c'est ce qu'il faut faire malgré tout pour convaincre des personnes qui ont déjà des idées préconçues. Et puis, j'avais un troisième point. Je pense qu'il y a aussi le coût de ne pas le faire, qui est intéressant à démontrer. En fait, est-ce qu'il vaut mieux pas passer une semaine à rencontrer des utilisateurs, à aller faire de la recherche, plutôt que de construire une solution qui ne fonctionnera pas et qu'on devra mettre sur le côté après. Mais c'est effectivement un sujet de pédagogie plus. J'ai une question aussi, Hélène, sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que souvent il y a cette difficulté, notamment quand on parle d'impact sociétal, environnemental, écologique. Il y a souvent la réalité qui arrive aussi, celle du business. Et la difficulté que je vois, moi, c'est dans cette priorisation et dans le kill de potentiel feature, c'est comment tu fais pour... Est-ce que ça t'est arrivé de killer une feature qui ne répondait pas à tes enjeux d'impact sociétal, mais qui, de l'autre côté, d'un point de vue business, avait un fort impact
Alors ça m'est jamais arrivé de devoir killer une feature pour ça. Par contre, ça m'est arrivé de devoir dire vraiment non à une feature qui avait un impact, business, évident, mais qui allait vraiment à l'encontre, du de la mission. Hem, Donc toi, je enfin, en fait, tu l'as tué avant de la faire, mais ça je l'ai t'est tué dans jamais l'œuf. arrivé ouais, c'est ça. Ouais, En fait, c'est dès le départ, en fait, vous avez réfléchi et tu as bien mis ce que tu expliques en fait depuis le début de ce webinaire finalement. C'est vraiment de bien prendre en compte dès le design l'impact sociétal pour éviter justement d'avoir plus tard à faire des choix difficiles ouais. entre argent et impact positif, quoi. Le plus tôt, le mieux, mais je pense que pour ça, il y a pas de enfin, il n'y a pas de secret. C'est aussi, des convictions fortes à avoir dans l'équipe, et de la pédagogie à faire vis-à-vis de l'équipe sur l'importance de tout ça. En fait, c'est pas, et du coup, je pense que ça va répondre un peu à la question de Cécilia. Hem, on peut faire des petits pas dans l'implémentation, mais par contre, il faut qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle de la boîte, en tout cas de l'équipe, si on veut que ça puisse se faire. Hem, Se dire justement, on va mettre dans la balance des sujets qui sont purement de l'impact et qui sont pas des sujets, business, si on n'a pas réussi à embarquer tout le monde avant, ça fonctionnera pas. Enfin, c'est se battre contre c'est David contre Goliath, quoi. Moi, j'ai la chance du coup d'avoir évolué dans une boîte qui était by design une boîte à mission. Hem, mais je suis convaincue qu'on peut aussi le faire en ayant des entreprises qui sont moins, vertueuses initialement. Et j'ai une admiration sans faille pour les gens qui justement sont dans ces boîtes-là et essayent de se battre de l'intérieur. Il y a quelque temps, on a fait une fresque du climat, dans ma boîte, et la personne qui est venue nous la présenter, travaillait, je sais plus si c'était chez Airbus ou enfin en tout cas dans une boîte qui a priori n'est pas très, pas reconnue pour, ses actions pour le climat et en fait, il nous expliquait: «Mais si moi je le fais pas de l'intérieur, en fait, ça bougera pas». Donc c'est complètement possible. Mais je pense que ouais, les petits pas sont compatibles, s'il y a une prise de conscience, majeure. Mais ça peut venir d'en bas. Et le gros sujet, on en parlait, il y a eu un meet-up French Produit avec, Benoît Rosier d'Advisory il y a quelque temps, sur lequel justement on a beaucoup débattu de ce côté, est-ce qu'on peut vraiment faire bouger les lignes, depuis nos petits niveaux, produits? Je suis convaincue qu'au produit, on a une capacité d'action et d'influence qui est assez belle pour le coup. Hem, Top. je poursuis, rapidement du coup, parce que je vois le temps qui file. Hem Et ça, c'est un point que j'aime bien, souligner. D'ailleurs, je vous invite tous, à lire le livre de Mike Montero, Own by Design, qui est, juste une claque monumentale à chaque phrase. Une fois que vous aurez identifié les solutions que vous pouvez mettre en œuvre, hem, les fonctionnalités sur lesquelles vous voulez travailler, sur lesquelles vous voyez qu'il y a un impact sociétal, fort, assurez-vous malgré tout qu'elles ne créent pas d'autres problèmes. Hem Si et c'est l'outil dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, c'est cette roue des possibles. C'est-à-dire qu'a priori, cette fonctionnalité, elle va résoudre un problème et c'est super chouette, elle va avoir un super impact. Mais si on tire le trait un petit peu plus loin, est-ce qu'elle a pas aussi des conséquences négatives? Et si oui, comment est-ce qu'on s'assure que l'impact négatif soit pas trop élevé? C'est compliqué de tout anticiper, mais dans la mesure du possible, se poser la question de 2 ou 3 coups d'après, parce que comme on dit, les problèmes d'aujourd'hui sont les solutions d'hier. Donc il ne faudrait pas qu'en résolvant des problèmes de société d'aujourd'hui, on en crée pour demain. On en arrive du coup à la dernière partie, sur comment est-ce qu'on peut mesurer son impact et je pense que c'est là la clé parce qu'il faut qu'on soit en mesure, si on veut faire bouger les choses justement à l'échelle d'une boîte et demain à l'échelle de la société, il faut être capable de montrer qu'il y a un vrai impact, sociétal. D'ailleurs, c'est un truc qui est de plus en plus demandé, quand on va sur ces sujets-là. Pour moi, il y a un point qui est important, c'est on doit pas se contenter des KPI produits auxquels on est habitué. Bien sûr, les métriques d'utilisation, toutes les mesures que vous pouvez faire, elles vous montreront l'impact que vous avez à l'échelle de l'utilisateur ou de la somme des utilisateurs. C'est déjà un très bon premier point. Mais il faut penser un peu plus loin, think out of the box, comme on dit, et vous poser la question, si je pouvais mesurer ce que je veux, si je pouvais avoir accès à toutes les données du monde, qu'est-ce que j'irais mesurer au-delà des utilisateurs du produit? Parce que
c'est vachement plus important de savoir des trucs comme par exemple, si on reprend l'exemple d'Open Classroom dont je parlais tout à l'heure, savoir le nombre de personnes qui sont sorties du chômage grâce à une formation Open Classroom, c'est quand même hyper concret comme résultat et c'est mesurable. Il y a une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Benevolt, qui met en relation des associations et des bénévoles sur des missions clés. C'est quoi le nombre de bénévoles qui ont du coup vraiment filé un coup de main à une asso par exemple? C'est des métriques qui demandent un peu plus d'efforts pour les suivre, parce que ça s'inscrit dans des choses qui sont en dehors de votre produit, mais ça vaut le coup pour démontrer l'impact réel. Petit warning quand même, on sait tous qu'on fait dire ce qu'on veut aux données quand on les choisit bien. Mais là, on parle d'impact sur la société, donc je vous demande de mettre l'ego de côté et de pas aller piocher juste des métriques qui vous arrangent. J'aime aussi beaucoup cette citation de Johnny Cooper qui écrit pour Product School et qui accessoirement est senior manager dans la fondation qui a été créée par l'ex-PDG de Google. C'est de se dire que pour déterminer s'il y a un vrai impact de votre produit à une échelle plus grande, il faut que, en tant que product manager, product designer, etc., on ait une vraie compréhension de l'impact individuel sur l'échelle supérieure. Et il y a un petit réflexe que j'aime bien avoir là-dessus, c'est de vous poser la question de l'impact en comparaison au statu quo. Si je reprends l'exemple d'Open Classroom, une personne qui serait en situation de chômage et qui veut s'en sortir, quelles sont toutes les autres options qu'elle a que Open Classroom pour se former, et se reconvertir éventuellement, et quelles auraient été les chances de succès dans ce cadre-là. Comment une asso qui cherche des bénévoles, elle peut faire si elle n'a pas une plateforme comme Benevolt, et c'est quoi le résultat possible? En fait, comparer non pas juste l'impact que vous avez avec votre produit, mais le comparer à l'impact que toutes les autres solutions ont à côté, pour s'assurer qu'on ne vient pas juste cannibaliser un résultat qu'on aurait pu avoir autrement. Mais spoiler, dans tous les cas, vous ne parviendrez jamais vraiment à mesurer votre impact sur la société, parce que avoir un impact réel, ça peut prendre des années, et ça demande souvent des études plus approfondies. Mais ça fait partie du deal. Tant que vous vous assurez que vous tirez le trait dans la bonne direction, c'est déjà un pas en avant. Pour vous donner un exemple là-dessus, donc Brigade, dans nos engagements, on a notamment la lutte contre le travail non déclaré. Aller mesurer ça en regardant votre produit, c'est un peu compliqué quand même. Mais du coup, on est sorti un peu des outils habituels du product manager. On a missionné un institut de sondage pour faire une étude où on garantissait du coup l'anonymat pour mesurer notamment quelle part de mission n'aurait pas été déclarée s'il n'était pas passé par notre outil. Donc en fait, vous devez aussi penser, pour mesurer l'impact de vos actions, à sortir des outils que vous avez habituellement pour avoir une vraie étude d'impact sur du plus long terme. Je crois que j'en arrive à la fin. Je tiens à insister sur ce point parce qu'on en a parlé un petit peu avant, mais vous n'avez pas besoin d'être dans une entreprise à impact pour en avoir. On peut faire bouger les lignes de l'intérieur dans des boîtes qui sont historiques, dans des boîtes qui n'ont pas ce côté très vertueux d'une entreprise à mission, par exemple. Et c'est important, du coup, d'aller chercher comment, si vous êtes convaincu en tout cas que c'est de votre responsabilité, comment est-ce que vous pouvez commencer à avoir un impact sociétal positif avec votre produit. Hop, et je pense que j'ai fait le tour. On a une dernière question de Cécilia qui nous dit, enfin une dernière, pas forcément, mais une question de Cécilia en tout cas. Comment toi, en tant que product manager engagé, tu juges rapidement si une entreprise est une boîte à impact? Qu'est-ce que tu regardes en fait finalement, si j'ai bien compris? Je vais surtout pas regarder ce qu'elle dit sur le sujet, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de greenwashing, etc. Je vais déjà regarder ce qu'on dit d'elle en dehors. C'est une boîte qui a suffisamment d'existence pour avoir potentiellement des médias, des avis utilisateurs en ligne, etc. Donc, je vais plutôt regarder ce qu'on dit d'elle. Et je vais très vite poser la question aux gens qui l'ont monté de pourquoi ils ont lancé ce projet et qu'est-ce qu'ils espèrent avoir comme résultat. Et au-delà de ça, je l'ai pas mis dans cette présentation, mais je fais la distinction entre les entreprises qu'on dit égocentriques, donc qui veulent être la solution. Genre,
génial, on va sauver le monde et c'est nous on a tout compris. Et celles qui sont écocentriques, donc qui vont en fait vouloir faire partie de la solution, mais qui ont conscience de tout cet écosystème autour. Je pense que c'est le meilleur indicateur, c'est de voir si l'entreprise a compris ce qui se passait autour d'elle et comment elle voulait participer à ce changement. C'est vraiment là-dessus, moi, que j'appuie quand j'échange avec des boîtes. Et la place qui est faite justement à ces sujets versus les enjeux purement business et purement chiffre d'affaires, etc. Est-ce qu'on peut pas aussi regarder finalement, même si c'est la boîte qui en parle, sa mission en fait, tout simplement aussi, tu montrais que on a quand même, aujourd'hui en tout cas, les boîtes sur leur site internet mettent facilement en avant ou plus facilement qu'avant en avant leur mission. Ouais. Du coup, on peut essayer de regarder, de se rattacher à ça aussi. Ouais. Alors c'est un premier point, mais je pense qu'il faut aller au-delà du discours du coup qui est tenu. Parce que même dans les entreprises officiellement à mission en France, parce que le statut d'entreprise à mission, c'est un statut qu'on déclare. Donc ça veut dire qu'on a des engagements dans les statuts de l'entreprise. Il y en a plein. Quand on creuse, ça reste pas très loin du greenwashing, quoi. Donc il faut être vigilant à ce discours-là, mais effectivement, une entreprise qui est déjà dans la démarche de dire on a une mission et c'est celle-là, ça donne en tout cas ça permet de tirer le trait sur ce qu'on doit aller vérifier derrière. Mais pour moi, c'est largement pas suffisant. Ouais, si je peux rajouter aussi peut-être un truc, je me dis que l'entretien aussi sert à ça, tu vois. Quand tu arrives sur un entretien d'embauche ou un entretien de mission dans les boîtes de conseil, tu as plein de questions à poser et dedans, tu vois, tu peux clairement déjà poser, challenger un peu cette mission-là, demander quelles sont les actions concrètes ou les KPI qui leur permettent de mesurer qu'ils ont réellement cet impact sociétal attendu. Donc ça déjà, tu verras en fonction de la réponse, je pense si c'est bullshit ou si s'il y a vraiment des KPI suivis, tu vois, si déjà en face de toi on te dit ah ben je suis pas vraiment de KPI tout ça, bon, ça te donne un indice. Et puis vas-y Hélène. Et je pense que dans l'entretien, il y a aussi ce truc-là, la place qui est donnée par les personnes qui vous interviewent sur justement votre compréhension de la mission de l'entreprise. À quel point c'est important pour vous. Je pense que ça en dit beaucoup. Je sais que chez Brigade, dans les entretiens, on passe énormément de temps à parler de ça parce que c'est clé. Et je pense que c'est moins clé dans une entreprise où en fait il y a une mission, mais c'est pour faire joli ou pour améliorer l'image employeur, quoi. Donc, je pense que ça peut être aussi un indicateur. Mais il y a plein de questions à poser dans ces cas-là. Et vraiment, c'est assez imperceptible, mais ce côté faire partie de la solution versus ce syndrome de sauveur de l'humanité, ça donne un bon indicateur. Yes, merci Hélène. On a une autre question de Manon qui nous dit, partant du principe que l'on a en effet beaucoup de biais cognitifs, encore plus dans ce domaine, et au vu des investissements faibles en discovery, que penses-tu d'une formation en RSE pour être mieux armé en tant que PM? Pour être honnête, moi je me pose la question, je suis en train de me renseigner pour en faire une, parce que j'ai pas de formation donc dans ce domaine-là. Je pense que c'est un bon outil, c'est un très bon outil. Au-delà d'une formation RSE, je pense qu'il y a beaucoup de fresques en ce moment qui émergent. Il y a la fresque du climat qui est évidente, mais quand on parle d'impact sociétal, on ne parle pas que d'environnement. Il y a la fresque de la diversité. Je pense que ça peut être aussi des bons outils avant d'aller jusqu'à une formation RSE. Mais je pense que c'est clé, en tout cas, si on veut avoir un vrai impact et être armé là-dessus, d'aller chercher un maximum d'infos. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses parce que là, je parle d'impact sociétal. Même avant ça, il y a les sujets de produits responsables qui sont le premier pas en fait vers le fait de faire mieux. Et il y a beaucoup de contenu qui existe là-dessus. Et la fresque du numérique, effectivement aussi. Super Hélène. Je vous propose qu'on s'arrête là pour ce webinaire. Merci beaucoup Hélène. Justement, j'allais te poser la question, mais je vois que ta slide d'après est faite pour ça. J'allais te dire pour ceux qui auraient encore des questions et qui ont participé, ou pour ceux qui nous regarderaient en replay, comment ils peuvent te contacter? Est-ce qu'ils peuvent te poser des questions? Ils peuvent me contacter quand ils veulent. J'adore parler de ce sujet-là. Le plus simple, c'est sur LinkedIn, Hélène Glou. Normalement, il n'y a que moi.
vous me trouvez facilement. Et sinon, je vous ai mis, c'est le petit instant promo que je me suis autorisée, Raph. J'ai lancé une Carrément. newsletter sur le sujet parce que je trouve qu'on ne parle pas encore assez de ces sujets-là. Donc, si vous scannez le QR code, vous arriverez sur The Product Shift. Vous pouvez suivre la newsletter, mais surtout, vous pouvez m'envoyer des messages si vous avez des questions. J'adore en J'y parler. suis inscrit personnellement. Super, bah écoute Hélène, merci encore d'être venue nous parler de ce sujet qui nous tient à cœur et puis c'était super intéressant, plein de tips concrets à appliquer, donc c'est génial. Merci à ceux qui se sont connectés et puis bah Hélène, je te dis à très vite. À bientôt. Merci à tous. Salut! Salut.